Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Le mercredi 11 février, il s'est passé quelque chose de pas banal aux États-Unis et du côté d'El Paso, à la frontière mexicaine pour être plus précis. Il y a eu une zone interdite pour des raisons de défense nationale et d'après la FAA, qui gère tous les espaces aériens, tout ce qui vole d'un point de vue civil aux États-Unis, c'était parti pour 10 jours d'interdiction de mise en œuvre des aéronefs depuis El Paso et surtout depuis le terrain d'El Paso qui s'est vu obligé de faire ce qu'on appelle des ground stops, des arrêts au sol, des demi-tours, des évitements pour les avions de ligne. Alors attention, ce n'était pas que les avions de ligne, c'était également les avions ou les hélicoptères qui peuvent appartenir aux forces de défense, des évacuations sanitaires, les policiers, bref, vous l'aurez compris, quelque chose d'extrêmement rare dans le paysage nord-américain. Forcément, il y a eu beaucoup de supputations, ça a pensé aux drones, et après quelques heures, on a commencé à y voir un petit peu plus clair, jusqu'à ce que la zone interdite soit définitivement arrêtée et que les opérations puissent reprendre comme avant. Point intéressant, vous avez deux narratifs qui se sont tirés un petit peu la corde pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'on apprenne qu'au final, tout ça est principalement dû à une menace drone, mais surtout à un problème de coordination entre le département de la guerre américain et la FAA. Et ça va nous amener vers un point extrêmement intéressant qui est celui de la coordination pour la défense d'un pays entre les responsables de la sécurité aérienne civile et les forces armées qui souhaitent essayer de maintenir le plus de secrets possible sur leurs opérations, le fameux SecOps, et on sait depuis environ un an que les États-Unis essayent d'augmenter leur SecOps, et le nombre de fuites dans la presse sur ce dossier montre qu'il y a encore pas mal de travail. Allez, on va en parler. Jingle. Alors officiellement, on a eu comme information qu'il y a eu une opération de drone pour faire face à des drones qui appartenaient au cartel. Comme vous le savez, la frontière américaine avec le Mexique est la frontière où il y a le plus de passages au monde. On parle de 350 millions de passages par an sur 3145 km. Frontières qui ont très peu bougé depuis la guerre Mexique-US de 1846 à 48, mais très officiellement, le dernier découpage date de 1972. Vous avez probablement entendu parler du fameux mur qui a commencé sa construction, c'était en 2006, devait faire 1100 km. En 2010, ils en étaient à 1030. Sous Trump 1, ils ont rajouté environ 700 km. Et vous avez la Border Patrol qui surveille tout ça depuis 1924. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quotidiennement des drones qui vont du Mexique jusqu'aux États-Unis, que ce soit pour des livraisons ou autres. À partir de là, les États-Unis ont décidé de changer de braquet face à cette menace, pour des raisons de sécurité aérienne principalement, car cela peut être facteur avec les hélicoptères. Vous avez donc de plus en plus de systèmes déployés le long de cette gigantesque frontière, on parle quand même de quasi 3 fois la France, et on a par exemple des AN/MQP 64 Sentinelle, mais surtout, face à la menace drone, pas que là, mais partout aux États-Unis, il a été décidé en septembre 2025 de créer une QRF, une Quick Reaction Force, qui à terme sera déployée sur 3 sites différents, Alaska, côte Est, côte Ouest, avec différents systèmes qui, au coup de sifflet, pourront monter dans un C-130 et partir avec du système Radar Sentry, avec du système infrarouge, le Skyfence, avec du système de détection électromagnétique, et le tout en 24 heures, projetable n'importe où aux États-Unis pour pouvoir faire face à un épisode de drone. Alors attention, là on parle de faire face à un épisode de drone, pas à se protéger par exemple face à une menace déjà présente du type Spiderweb comme on a pu le voir en Russie l'année dernière. Donc là on est déjà dans une logique de monter en compétence face à cette menace. Pour rappel, il y a 1 million de drones enregistrés aux US, ils pensent qu'on va rapidement passer à 2 millions de drones, ils savent qu'il y aura de plus en plus de soucis de survol interdit et donc il faut actuellement mettre en place des systèmes. D'ailleurs, les États-Unis sont en train de tester des systèmes laser et ça serait à cause des systèmes laser que la FAA a bloqué l'espace aérien.
Comme on l'a vu, il y a de multiples systèmes pour faire face à des drones. Ça va être de la guerre électronique, ça va être du cinétique avec une interception physique, ça va être avec du brouillage. Bref, il y a différentes manières de faire et désormais, je vais vous dire, ça fait quand même plus de 10 ans que ça existe, vous avez également du laser. Le problème, c'est pour que chacune de ces menaces, la FAA et l'autorité de l'aviation civile de tous les pays doit comprendre quel est l'impact possible sur la sécurité aérienne. Zone de paix, zone de crise, zone de guerre et aviation civile, ça fait généralement pas très bon ménage. En Iran, un avion ligne qui avait été abattu au décollage. Toujours en Iran, on a un Airbus A300 qui a été abattu par les Américains qui pensaient que c'était une menace contre eux. Au large de l'Ukraine, vous aviez un avion qui décollait d'Israël, qui allait en Russie, qui avait été abattu par un système S-200. Au-dessus du Donbass, on a un MH qui a été abattu. Donc, à chaque fois qu'il y a une zone d'escarmouche, de tension, qu'il y a utilisation de systèmes d'armes, il peut y avoir un impact pour les avions civils. Un impact en termes d'interception, mais également un impact d'un point de vue électromagnétique. Et c'est de la responsabilité de la FAA aux États-Unis de s'assurer de l'impact de l'utilisation de nouveaux types d'armements, comme le laser, sur la sécurité des vols. À partir de là, le 20 février, était prévue une réunion entre le département de la guerre et la FAA afin de discuter du tout nouveau système anti-drone laser. Petit problème, en début de semaine, il y a eu apparemment des drones de cartel qui sont passés du côté d'El Paso. Ils ont déployé leur nouveau système sans mettre la FAA dans la boucle. Ils ont ouvert le feu et auraient à minima battu un ballon. D'autres sources parlent également de drones de cartel. Alors, je ne suis pas sûr. La classification drone cartel versus drone loisir, c'est un peu flou pour moi encore et je pense pour beaucoup de personnes dans le métier. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Et pour faire simple, quand la FAA a découvert qu'ils utilisaient de manière opérationnelle cette arme laser sans s'être coordonnée sur la sécurité, la FAA a sorti le « on se protège et on arrête tous les vols ». C'est un petit peu résumé, mais c'est l'idée générale. Pour rappel, du côté d'El Paso, on a Fort Bliss avec une division mécanisée, mais également beaucoup de systèmes anti-drones. Cet événement permet d'attirer l'attention de tout le monde, y compris des politiques américains, sur la problématique d'avoir un département de la guerre qui fait ses recherches dans son coin à grands coups de secret opérationnel, qui éventuellement déploie sur le territoire national des armements sans coordonner avec la FAA, et de l'autre côté, la FAA qui a été plus qu'impacté ces derniers temps par des soucis de coordination avec les militaires. Je vous renvoie vers l'accident entre le Black Hawk et un avion de ligne, et qui ne veut absolument plus rien laisser passer d'un point de vue sécuritaire. En définitive, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est qu'on vit dans un monde, dans un environnement qui va être de plus en plus contesté, avec des nouvelles menaces qui n'existaient pas avant. Avant, il fallait se méfier d'un petit avion qui peut rentrer dans l'espace aérien. Maintenant, il y a des millions de drones qui peuvent être facteurs. Rappelez-vous, un avion à Canadair qui avait tapé un drone alors qu'il luttait contre les incendies à Los Angeles. On vit également dans un monde où il y a de plus en plus de brouillage. Alors on parle de brouillage GPS, mais en fait c'est du GNSS. Je vous rappelle que le GNSS, c'est le type de guidage par satellite. Le GPS, c'est le système américain, mais il y a Galileo, il y en a d'autres. Et ce qui est intéressant également, parce qu'on va vers d'autres problèmes de ce côté-là, c'est qu'on a eu les dividendes de la paix dans les années 90 pour l'armement. On a eu également les dividendes de l'économie avec l'arrivée des GNSS et un retrait massif de systèmes sol de guidage pour les avions. À partir de là, on a encore plus besoin de nos centrales inertie, encore plus besoin du GNSS, et dans un environnement où il y a de plus en plus de brouillage ou d'interférences électromagnétiques pour lutter contre les drones par exemple, ça va avoir un impact. D'où la volonté de la FAA de creuser. On a également de plus en plus de zones géopolitiques qui ne sont pas ouvertement en guerre, mais en tension ou en escarmouche possible, comme la frontière américaine. Sans oublier des aérodromes attaqués, des terrains attaqués. D'ailleurs, on va revenir dans quelques jours, si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires sur l'attaque qui a eu lieu à Niamey. On a également vu Israël bombarder leur terrain, il y en a un petit peu partout. Et tout ça, en partie, grâce à l'arrivée du drone ou à cause de l'arrivée du drone qui permet de réduire également le coût humain pour la personne qui vient gêner, voire même la prise de risque. Rappelez-vous tous les épisodes de drone que l'on a eu en Europe, à ma connaissance, il n'y a pas grand monde en prison. À partir de là, c'est intéressant de voir comment s'est réfléchi la construction d'un espace aérien. Historiquement, vous avez les États-Unis. Côté Pacifique, ils ont les chaînes des îles, on en a parlé sur la chaîne, ils réfléchissent leur protection du Japon à Taïwan, en allant en Corée en dessous. Vous avez donc cette protection qui se fait au large. Et maintenant, on voit que la menace peut arriver juste de l'autre côté, peuvent être extrêmement proches, voire même décoller de votre pays. À partir de là, toute la logique de détection, d'interception, propre au NORAD,
est caduque face à ce type de menace et il faut réfléchir, il faut repartir dans la réflexion. Alors, ça fait déjà quelques années qu'il faut s'y mettre, mais sur comment faire face à ces nouvelles menaces extrêmement petites et surtout qui peuvent avoir lieu partout. Là où avant c'était presque facile de détecter, d'intercepter, de stopper un bombardier qui venait de l'URSS, maintenant détecter, identifier, stopper un petit drone qui décolle d'un camion et qui vient sur un terrain pour gêner la sécurité des vols. Vous êtes d'accord, c'est un autre challenge. Nous vivons donc dans cette phase de transformation et là, ce que l'on a vu, c'est symptomatique du moment un petit peu rugueux entre le militaire qui avance à sa vitesse et le législateur qui, lui, essaye également de comprendre ce qui se passe, mais apparemment n'est pas dans la boucle. En définitive, j'ai envie de vous dire, mission réussie pour la FAA qui a réussi à faire parler de ce souci et qui, je pense, a forcé le département de la guerre à venir s'asseoir autour de la table, à partager des informations. Et si vous avez des doutes sur l'importance de la coordination entre le monde civil et militaire, eh bien sachez que par exemple à Charles de Gaulle, au niveau de la zone d'approche, vous avez en permanence des contrôleurs militaires, car il faut faire la coordination, par exemple entre nos avions de chasse qui peuvent partir sur des interceptions et les avions civils. Et à partir de là, ça demande de la coordination, des personnes affectées à temps plein pour justement faire l'interface. Et c'est tout ça qui va devoir être développé aux États-Unis, mais on aurait bien tort de ne pas prendre ces leçons à notre niveau et se dire peut-être qu'on fasse un petit peu ce qu'ils sont en train de faire, et si on ne veut pas que ça nous arrive, anticiper et mettre en place des procédures de coordination. J'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. C'est toute la difficulté de l'utilisation de l'armée en temps de paix ou en temps de crise. La coordination, la communication, c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui permet aux avions de finir posés, pas cassés. À très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Si ça vous va, on va parler de Niamey dans les prochains jours et nous avons 1h30 d'interview avec un pilote de F-35, le tout premier pilote à avoir présenté le F-35 en France. C'était en 2017 pour parler un petit peu 5e génération, essayer de comprendre ce qu'on ne comprend pas sur l'intérêt ou sur l'impact de ce type d'aéronef sur le champ de bataille. Moi, je suis pilote de 4.5, comme disaient les Américains. Je suis pilote d'avion qui n'est pas furtif. Et il y a un concept d'emploi qui n'a absolument rien à voir. Et on vous partage ça dans les prochains jours, si ça vous intéresse sur la chaîne. Fly safe. I guess we learned not to do it again. Yes, sir. I'm fucked if I know what we did. Yes, sir. It's hard to say. Jesus fucking Christ.